Bonjour et bienvenue au podcast Passion Réussite. Pour commencer, est-ce que vous voudriez bien vous présenter? Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Crawford Palmer, avec l'accent. Crawford Palmer, je suis américain d'origine. J'ai grandi aux États-Unis, à côté de Washington, dans la Virginie. J'arrivais en France en 1993, après une carrière de basketteur universitaire aux États-Unis, à Duke University. S'il y en a qui connaissent un peu le basket, vous avez peut-être entendu parler. Et puis j'arrivais à Foss, j'ai joué à Bourg-en-Bresse en Pro B, à Lasvel, dans une saison en Euroleague. En Espagne, il y a 3 ans à Badalone et à Cáceres, et puis 4 ans à Strasbourg. J'ai arrêté ma carrière en 2006 à l'âge de pas encore 36 ans. Et puis depuis, j'ai travaillé j'étais à Limoges au CDES pour le diplôme de managériat, général manager de club professionnel à l'ESSEC, en école de commerce, master spécialisé sport, stratégie d'entreprise. J'ai travaillé pour la Fédération de basket pendant 5 ans, 4 ans et demi, manager de l'équipe de France, on va dire adjoint. J'ai accompagné l'équipe justement avec Tony Parker, Boris Diaw, etc. J'étais liaison pour le Fédé auprès des franchises NBA, des joueurs français aux États-Unis. Et derrière, j'étais prof d'histoire géo pendant 3 ans et anglais. Donc, je connais un peu le monde que vous connaissez, que vous habitez en ce moment. Et après, je suis revenu dans le basket à Chalon-sur-Saône comme directeur sportif à Limoges. Parti 2 ans et je suis de retour depuis l'été dernier. Nous avons 16 ans. Et vous, comment vous aviez su ce que vous vouliez faire à notre âge? Je dirais, et c'est quelque chose que je remarquais et en tant que père d'enfants français, et en tant que prof, et en tant qu'observateur de la société. Le fait d'avoir grandi aux États-Unis, on a 2 systèmes scolaires très différents. Juste, je vais venir sur la question. Moi, je trouve qu'ici en France, vous êtes orienté très tôt sur ce que vous avez envie de faire avec le reste de votre vie. Je pense que c'est quelque chose que à 16 ans, vous n'êtes pas censé savoir ce que vous voulez faire. On peut, c'est possible. Il y en a qui savent très, très tôt et qui poursuivent ça. Nous, au moins aux États-Unis, les choses sont beaucoup plus ouvertes. On peut partir en université même sans savoir exactement ce qu'on veut faire particulièrement. On teste plusieurs matières, plusieurs différentes voies. Et puis, au fur et à mesure, on se spécialise. Dans beaucoup de cas, aux États-Unis, les changements de carrière, ils sont beaucoup plus courants. À partir du moment, moi, à 16 ans, 17 ans, je savais que j'aimais le basket. J'étais musicien, entre guillemets, je jouais à la trompette dans l'orchestre ambulant à la mi-temps vous avez déjà vu les fanfares. Donc j'ai joué ma trompette en marchant sur le terrain à la mi-temps des matchs de foot américain. Mais très tôt, j'ai grandi très vite et je n'ai pas grandi depuis que j'ai 15 ans. Donc ça veut dire que j'ai la même taille que j'avais quand j'avais 15 ans. Donc j'étais assez orienté basket assez tôt. Mon grand frère, il fait 2,15 m, il a grandi un peu plus tardivement, mais lui, il a fait l'NBA, il a fait 1 an et demi en NBA, il a aussi été joueur professionnel pendant un temps. Mais pour moi, cette idée de passion et de réussir dans quelque chose qui nous passionne, c'est dans plein de matières. Donc, juste pour focaliser sur ce que... Moi, je ne peux pas dire que j'ai décidé d'être basketteur professionnel à 16 ans. Ce que je peux dire, c'est que ça me plaisait, j'aimais beaucoup. Je passais mes étés à faire ça. Je sortais par le week-end. Je faisais ce qu'il fallait pour y arriver. Mes étés, c'était à quelques semaines près, mais c'était des camps de basket, c'était le travail dans la salle. Et sans parler d'une fois que je passais en université, pour dire, à 17 ans, je suis parti en Grèce dans un programme un peu d'échange, et je passais mon été à chercher des terrains de basket pour continuer à m'entraîner. J'ai parti en Russie, en Union soviétique à l'époque, pour les études, j'étudiais le russe. J'ai passé mon temps à chercher des terrains, des joueurs, à prendre le train plus le métro et disparaître dans les bois dans Karelia, sur la frontière finlandaise, pour essayer de jouer au basket. Donc c'est quelque chose qui me plaisait. À Duke, l'université de Duke, ça aussi c'est quelque chose qui est très différent. Et je pense ici en France,
C'est très compliqué. Pour moi, il faut être encore plus passionné ici pour poursuivre, si on est passionné de sport, ou même dans d'autres matières. Et c'est là où je dis c'est très difficile et on ne devrait pas, pour moi, être obligé de choisir si tôt. Mais si on veut jouer à basket au niveau en France, des études supérieures sont très compliquées. C'est très difficile de faire les deux. C'est déjà difficile de faire haut niveau et aller en lycée. Hein. Parce que les charges de travail pour y arriver vraiment, et nous c'est un problème qu'on a moi, au CSP, je suis aussi responsable du centre de formation. Les jeunes qu'on a, pour la plupart, ils bossent comme vous, longue journée de travail, 1 ou 2 entraînements par jour qu'il faut caser le matin, le midi ou le soir. Il y a les devoirs, il faut dormir. Il y a 1 ou 2 matchs le week-end, souvent à l'extérieur. Ça veut dire si ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas passionné, mais vous allez arrêter. Et donc ils ont très peu de chances d'être basketteurs professionnels. Même ceux qui sont en centre de formation. Des jeunes qui vont en université aux États-Unis, déjà des lycéens aux États-Unis qui jouent au basket, pour les garçons, il y a plus de 500 000. On va dire 500, je crois que c'est 550 000. En première division NCAA, il y a 5 000. Ça veut dire moins de 1% des joueurs qui jouent au lycée. Les 3/4, ils rêvent de jouer en fac avec une bourse. Leurs parents, ils les ont amenés à des tournois tous les week-ends depuis qu'ils ont 6 ans parce qu'ils veulent qu'ils ont une bourse. Ils ont passé leur temps à faire ça. Il y a 1% qui vont aller en NCAA pour pouvoir jouer de l'âge de 18 à 22 ans. De cet 1% qui part en NCAA, il y a même pas 3% qui vont jouer professionnel. Et quand je dis professionnel, c'est aux États-Unis, en NBA, en J-League, en Europe. Ça veut dire que tu as 0,003% des joueurs qui jouent au basket jeunes au lycée qui vont jouer professionnel en NBA. Même si vous êtes en France, vous jouez au basket, il y a maintenant 16 équipes en première division, ça fait 160 boulots professionnels. Et dont la plupart sont pas des bouts de banc, pas toujours hyper bien payés. La moitié ne sont pas français, ne sont pas formés en France. C'est les étrangers qui viennent. Donc ça fait, on va dire, 75 boulots pour deux basketteurs professionnels en première division. Il y en a 20 équipes en deuxième division, mais le moyen de salaire pour les Français en deuxième division, on va dire, c'est 4 000 par mois. C'est bien, c'est très bien. Sauf que tu te blesses au genou, tu as un coach qui ne t'aime pas, il y a plein de choses qui peuvent arriver qui font qu'on ne progresse pas. Donc tout ça mis de bout à bout, il faut vraiment aimer pour s'accrocher. Donc pour revenir à vous, et pour moi, là on est là, on parle du sport, moi je parle du basket, mais je pense quelles que soient vos passions, ce que vous aimez faire, pour y arriver, ça veut dire d'abord, il faut travailler très dur et c'est tous les jours. Mais pour y arriver le samedi, il faut penser à tout ce qu'il y a eu toute la semaine. Il faut penser aux gars qui rêvent que de ça depuis qu'ils sont jeunes. Ça fait des années, ils font rien d'autre, ou presque. Ça veut dire les étés passés à faire que ça. Et puis, il peut jouer 2 minutes, il peut jouer 5 minutes, il peut jouer 10 minutes, il peut se blesser. Et ils sont finis pour la saison. Donc, on ne compte pas les heures d'entraînement, on ne compte pas des heures de soins. Donc, tout ça, et moi, je pense qu'on peut faire le parallèle dans le monde, que ce soit l'entreprise, que ce soit... c'est vrai que c'est particulier parce qu'on est surveillé, parce il y a de la lumière, on peut être hué, on peut être applaudi. Okay, tout ça, c'est bien. Mais le travail de tous les jours, si on ne l'aime pas, si on n'est pas prêt, si ce n'est pas un truc qu'on a envie de faire, le quotidien, c'est très compliqué. Et on arrête. Donc moi, ce que je vous dirais, si je peux juste tirer le parallèle, essayez de trouver, déjà, si vous ne savez pas maintenant, c'est pas grave. D'abord, vous avez le temps. Essayez de chercher des choses qui vous plaisent vraiment et les faire bien. Mais à côté de ça, si vous choisissez quelque chose, faites-le bien. Et le bien, c'est tous les jours. Et se donner les moyens. Et poser le téléphone de temps en temps et investir. Après, si vous êtes ici dans un cours de digital, c'est que peut-être vous allez bosser avec ça. Peut-être vous avez tous envie d'être des techniciens ou des codeurs de jeux vidéo. C'est très bien si c'est ce qui vous plaît, mais faites-le bien. À notre âge, on a beaucoup d'examens
Et vous, comment vous avez fait, malgré les échecs et les défaites, pour réussir? Pour moi, c'est la clé. Et maintenant, bon, maintenant, il y a des études. Maintenant, on a compris qu'il y a deux choses qui déterminent statistiquement la réussite. Il y a le niveau socio-économique et il y a je sais pas comment on dit, c'est le grit. Ça veut dire c'est la capacité que quand ça marche pas, de continuer quand même. Ça veut dire quand il y a la frustration, c'est de se lever et faire quand même. Et revenir et se lever et se lever. Et pas abandonner quand ça devient dur. Et ça, c'est la clé. C'est le truc le plus important. Donc pour moi, étudier, se donner des moyens pour réussir, c'est une chose. Mais c'est surtout parce que l'échec, c'est tout le temps. L'échec, c'est tout le temps. Et c'est normal. C'est normal de foirer un truc. C'est normal si on est préparé, même si on est préparé, on peut foirer un truc. Donc c'est Michael Jordan qui disait il a raté plus de moitié de ses tirs. Ça veut dire il était en échec sur la moitié de ses tentatives de tir. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu reviens et tu travailles pour progresser. Donc moi je pensais vraiment ça que je dirais, c'est l'échec c'est normal, ça fait partie de la vie. Si on s'est donné les moyens pour réussir, on peut quand même ne pas réussir, mais c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter. Ça veut dire on revient. Est-ce que vous avez un dernier conseil à nous donner pour qu'on puisse progresser? Il y en a qui prendraient de ce que j'ai déjà dit ou ce que je vais dire. Et l'important, c'est qu'ils ont envie d'en prendre et ils prennent. Des conseils, il y en a plein. Je pense, moi j'ai un fils maintenant, il est plus âgé, il a 22 ans maintenant. Je me rappelle de lui comme s'il avait votre âge et encore plus jeune. Les choses que moi j'ai pu percevoir, et ça aussi je veux juste dire, il y a une différence de génération que je pense pour les gens comme moi. Je veux dire qu'il y a des choses que pour nous, pour vos professeurs, peut-être ça semble évident, et que pour vous habitez un autre monde. Je pense qu'il y a vraiment, vous habitez un autre monde. Et justement, c'est ce monde digital dont on parle. Cet changement de dimension, maintenant avec le téléphone, ça là, mais ça, c'est incroyable ce qu'il fait. C'est incroyable ce qu'il fait, et dans le positif et dans le négatif. Ça veut dire, on est quelqu'un, on n'est plus juste une personne, on est une personne avec le monde dans la poche. Et c'est à partir de là, le problème c'est que si on a le monde dans la poche, mais on peut passer son temps dessus. Et il ne faut pas oublier, et ça c'est un conseil que j'aimerais juste donner, ça, on peut penser que le monde est là-dedans, il n'y est pas là-dedans. Il y a beaucoup de choses, mais le monde il n'est pas là-dedans. Le monde c'est là dehors, c'est en discutant avec des amis, c'est en passant du temps avec votre famille. Il y a aussi ça doit être une ressource et pas son monde. C'est tellement facile, et surtout à votre âge, de se perdre là-dedans. Parce qu'on peut être bien tout seul avec son écran. Et pour moi, c'est pas un critique, hein, parce que moi je passe trop de temps aussi. Hein. Mais c'est un désastre. C'est un désastre. Pour vous, surtout. Ça veut dire pour le temps d'attention, c'est pour le pouvoir s'investir, pour lire un bouquin. La dernière fois que vous avez lu un livre en entier, un roman, du début à la fin, c'est quand? Est-ce qu'il y en a qui s'est arrivé dans les derniers 2 mois de lire un livre, roman, de début à la fin? Des mains. Mais c'est déjà mieux, c'est plus qu'ils sont venus à beau blanc, donc c'est déjà un bon signe. Mais je veux dire, ça c'est quelque chose qui, monsieur, madame, mademoiselle, les deux, c'est quelque chose qui, le formatage, et c'est pour ça que je dis, on est d'une autre génération. On est d'une autre génération. Ça veut dire, nous, on ne peut pas comprendre quand vos cerveaux, ils fonctionnent. Parce que vos cerveaux, ils fonctionnent différemment des nôtres. Et on peut dire, c'est bien, c'est pas bien, ce qu'on veut. Parce que comme on est vieux et un peu coûteux, on va dire, c'est pas bien. Ça veut dire, mais vous habitez un monde différent. Et ça, c'est quelque chose, il faut juste être conscient. Que le vrai monde, c'est pas forcément là-dedans. C'est ceux qui sont prêts vraiment à y aller à fond et rebondir et qui ont la niaque et qui envoient. Parce qu'on peut les apprendre à jouer au basket aussi. Et s'ils sont un peu câblés, ils ont envie, on peut faire des vrais basketteurs. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir donné vos conseils.
Avec plaisir. J'espère qu'il y a certaines choses qui vont passer. Merci d'abord et pour l'invitation et pour l'accueil.